puisque chaque soir on fait 10 minutes de halakha, donc on va faire 10 minutes de halakha, Laïlou Nishmat. Esther Bat Mordechai, Shniftered, Kayom Azé. Pas comme ce soir, c'est ça? C'est demain? Oui, c'est ça. J'étais Navshat Surah B'Tzura Haïm. Amen. Donc on va essayer de savoir ce soir quelle est la halakha. C'est une question qu'on a posée à Rav Ovadia Yosef. Si maintenant on est en Israël et qu'on amène des kelim de Chutz Laaretz, c'est-à-dire on est en Israël, moi je veux qu'on est en Israël, et qu'on ramène en Israël des kelim, des ustensiles qui sont fabriqués en Chutz Laaretz, c'est-à-dire en dehors d'Israël. Est-ce qu'il y a une nécessité de faire la tvila de kelim? Autre question, est-ce qu'on a l'obligation de faire de tvila de kelim sur des ustensiles qui sont en plastique? Alors on va voir, on va essayer de rentrer dans les détails, ce qu'il faut comprendre. Alors, sur la première question, la Gemara elle explique dans Masechet Avodah Zarah d'Afaïné à Moudbet, tout keli, tout ustensile qui est pris d'un goy, on se doit de faire la tvila de kelim. C'est une obligation. Pourquoi? On apprend ça en fait de ce qu'on appelle Keli Midian. Lorsqu'on a fait la guerre contre Midian, Kadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez le droit de récupérer les ustensiles, le butin, mais à une condition sine qua non. Vous devez prendre ces ustensiles, faire ce qu'on appelle l'Arshara par le Liboun, c'est-à-dire le cachériser, et ensuite, lorsque vous l'avez cachérisé, Arbemenida Hata, il doit être purifié en les trempant dans un mikvé, comme ça la Torah elle dit. Donc de là on apprend que chaque keli, que chaque ustensile qu'on acquiert d'un goy, se doit d'être trempé. Pourquoi? Le Yerushalmi il explique, il dit, parce qu'à partir du moment où tu fais passer un keli du domaine qui appartient à un goy, à un juif, il faut le purifier de son impureté. Exactement comme le goy vient à se convertir. Quand un goy se convertit, il doit absolument faire ce qu'on appelle une vila, il doit se tremper au mikvé. C'est exactement la même idée. C'est que je sors cet ustensile de l'appartenance d'un goy, je lui permets de rentrer dans le domaine d'un juif. Donc là, à ce moment-là, ça nécessite une vila. C'est comme si j'ai converti, j'ai converti l'ustensile. Intéressant comme idée. Donc, normalement, je devrais dire à tout ustensile qui est fabriqué en Chutz Laaretz, donc en dehors d'Israël, normalement, on va dire qu'il y a besoin de faire la tvila de kelim. Pourquoi? Parce qu'on a un principe qui dit Kol des Paris, mais pas Paris. Donc, si vous achetez un ustensile n'importe où, en France, aux États-Unis, même en Israël, lorsque vous achetez des ustensiles qui viennent d'en dehors d'Israël, on va dire que d'où ça vient? Kol des Paris, mais pas Paris. Ça vient du Rov, ça vient de la majorité. Or, la majorité, ils sont fabriqués où? Alors, en Chine, en tout cas, la majorité ne sont pas fabriqués par des Juifs. C'est vrai qu'il existe un petit mérout, une minorité qui sont fabriqués par des Juifs, mais la majorité ne sont pas fabriqués par les Juifs. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire qu'il y a une grande probabilité pour que cet ustensile-là, en réalité, ne vienne d'où? Vienne de Goy, et donc il y a besoin d'une tvila de kelim avec bracha, en faisant la bracha. Bon, je vais rentrer dans quelque chose d'un petit peu technique, parce qu'on a l'habitude de rentrer dans la technique ici tous les soirs. Normalement, ce principe ne s'applique pas, hein. Ce qu'on appelle le rov ne s'applique pas dans brachot. Parce que dans brachot, on dit que rov ou miaout, que même s'il y a une majorité et il y a une minorité, on va d'après la minorité dans brachot et on dit ça fait que brachot laquelle. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, je vous l'avais déjà dit une fois, que le rov, la majorité, ne peut être considéré que si vous avez une majorité face à une minorité qui appartiennent à la même génération. Vous vous rappelez de ça, on avait parlé de ça. Mais lorsque maintenant la majorité n'appartient pas à la minorité, c'est-à-dire ça n'appartient pas à la même génération, donc on va dire qu'en réalité c'est pas un vrai rov, c'est un rov qui est relatif, c'est une majorité relative. Relative à quoi? Relative à la génération où elle est. Mais il est très probable que si la minorité en question était devant cette majorité, alors la majorité serait pliée à la vie de la minorité, très probable. C'est pour ça qu'on dit que dans brachot, retiens bien ça Shalom, on va pas d'après le principe de rov. Non, dans brachot, on dit même s'il y a un miaout, même s'il y a une minorité qui pense comme ça fait que brachot laquelle. On s'abstient de faire la bracha. Donc là, je devrais dire quoi? Je devrais dire que tout ustensile qui vient de Chutz Laaretz, ou tout ustensile que j'achète, et je ne sais pas d'où ça vient, alors même s'il y a des grandes probabilités pour que ça vienne d'où, ça vienne d'un goy, mais c'est pas grave, je fais pas la bracha, je fais une tvila de kelim, sans faire la bracha. Pourquoi? Ça fait que brachot laquelle. En bouteille, il y en a qui sont posés avec la halakha comme ça. Mais sachez que Rav Ovadia il n'est pas posé comme ça. Pourquoi?
Parce qu'il dit en réalité ici, il y a une différence fondamentale. C'est pas un rov dans une marloquette. Il y en a un rov qui dit oui, un rov qui dit non. C'est un rov bametsiout. C'est un rov, c'est-à-dire sur les terrains. Sur le terrain. Non, c'est un rov. Et le rov bametsiout, quand c'est un rov qui est sur le terrain, là, c'est pas des avis qui se confrontent. Et je veux dire peut-être que la majorité se serait pliée à l'avis de la minorité. Non, non. Ici, c'est un rov, une majorité qu'il y a dans les faits. Dans les faits, j'ai une majorité. C'est-à-dire que la majorité des ustensiles qui sont fabriqués dans le monde proviennent d'où? Des goïs. Proviennent de Goy. Donc c'est une majorité, c'est un fait incontestable. Ça ne sera jamais inversé, si vous voulez. Donc là, dans ce cas-là, je vais réellement d'après le Rav, c'est pour ça que Rabbi Ovadia dit, on fait la tvila avec la bracha. Donc dès que vous achetez un ustensile, et vous ne savez pas d'où il vient cet ustensile, eh ben, on doit faire la bracha et faire la tvila. Pourquoi ils ont enlevé alors la porcelaine? Pourquoi la porcelaine a été retirée de la tvila? On ne la trempe pas. Alors, j'arrive juste. Je vous laisse finir juste. Je vais te répondre, Shalom. Je sais que ça te perturbe. À un point où tu peux même plus dormir la nuit, je sais bien. Est-ce qu'il a fait de la porcelaine dans la maison? Mais on va essayer de répondre. Mais ça, nous, on a posé la question. Mais je vais répondre au travers de la question que j'ai posée sur le verre. Le verre, est-ce que c'est hayab de faire la tvila sur le verre? Non. Oui. Sur le verre, la Gemara, elle dit dans la Masechet Avodah Zarah d'Afaïné. Sur le verre, c'est une obligation. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a une analogie formelle entre le verre et le métal. C'est quoi? Bien que dans le pasouk de la Torah, il n'y a que le métal qui est mentionné, mais il y a une analogie entre le verre et le métal. C'est quoi l'analogie? C'est que de la même manière que le métal, je peux le fondre pour le reformer, le verre aussi, je peux le fondre pour le reformer. Donc, puisque c'est la même nature dans ce qu'on appelle sa décomposition plus reformation, alors je vais dire qu'il y a une analogie formelle entre les deux. De la même manière que je dois tremper le fer ou le métal, je dois aussi tremper tout ce qui est en verre. Mais attention, il ne faut pas se tromper. Si la tvila du verre est obligatoire, celle-ci est midérabanan, elle n'est pas midoraïta. D'accord? Donc le fait de tremper un ustensile qui est en métal, c'est midoraïta. Mais le fait de tremper un ustensile en verre, c'est quoi? C'est midérabanan. Shalom, ça répond à ta question. Maintenant, le keli hares, l'argile. L'argile, est-ce que je dois le tremper? Est-ce que ça répond à ce critère? Ça répond pas à ce critère. De l'argile qui se casse, on ne peut pas le recomposer, c'est terminé. C'est terminé. Donc finalement, ça ne répond pas à ce critère. Venons-en à la question que j'ai posée sur le plastique. Rabotaï, selon la définition que je vous ai donnée, le plastique répond à ce critère-là. C'est-à-dire qu'avec du plastique, même s'il se casse, je le fais fondre, je refais un keli. Donc en théorie, je devrais tremper le plastique au même titre que le verre. Et pourtant, nous, on a toujours appris qu'on n'a pas à tremper le plastique. Pourquoi? Voilà, c'était ça la question de ce soir. Hein. Tout ça, c'était l'introduction en cours. Mais c'était ça la question de ce soir. En réalité, il y a une différence fondamentale entre le plastique et le verre. C'est quoi? C'est un matériau naturel. Le plastique, c'est de la chimie. Enfin, ça vient du pétrole, ouais. Ouais. Ça vient de quelque chose de Le naturel. c'est que le métal, c'est du métal. C'est du vrai matériel. Alors, peut-être que ce que tu veux dire une des deux réponses qui sont données. Qu'en réalité, cela fait pas partie de ce que les Chachamim ont été goza. Puisqu'on a dit que le verre c'était midérabanan, donc c'est une takana des Chachamim. Et les Chachamim, en leur temps, le verre n'existait, le plastique n'existait pas. Donc puisque le plastique n'existait pas, ils n'ont pas fait une takana. Et si eux, ils n'ont pas fait une takana, nous on n'a pas à faire de takana. C'est un peu ce que tu veux dire. Je pense, c'est ça? Parce que ça n'existait pas. Maintenant, une autre réponse qui est donnée. Il y a quelque chose, un matériau, qui répond aux mêmes critères et qui existait au temps des Chachamim. Vous savez c'est quoi? C'est de l'os. L'os. Vous savez que les Vikings avaient l'habitude de boire dans des crânes. C'est l'habitude des Vikings. Ils buvaient leur verre, ils les faisaient dans des crânes. Les crânes des vaincus. Ouais. Si maintenant, admettons, vous savez qu'on peut faire fondre, bon c'est un peu, excusez-moi, c'est un peu lugubre, macabre, mais on parle de halakha. La question c'est de savoir si un bonhomme il a réussi à faire un ustensile avec de l'os, par exemple, de, je sais pas, d'un mammifère quelconque, de baleine, mashtarotse. Enfin, j'ai pas pris le bon exemple, on va prendre de lion, voilà. Il a pris un os de lion. Il a réussi à faire un ustensile avec un os de lion. Alors, si cet ustensile vient à se casser, en réalité, l'os, tu peux le retravailler. On peut le retravailler en le chauffant. Oui, je sais que ça paraît bizarre, mais on peut le retravailler pour redonner un ustensile. Est-ce que cet ustensile existait au temps de la Gemara? Je vous l'ai dit, ça existait au temps des Vikings. Donc ça existait forcément au temps de la Gemara. C'est quelque chose qui existait au temps de la Gemara. Pourtant la Gemara n'a pas été métaken sur les os, c'est-à-dire sur un ustensile en os. Elle n'a pas dit qu'il y avait besoin d'une villa. Donc il dit Rabbi, on va dire, tu vois bien
qu'il existait des matériaux qui correspondent à ces critères pour lesquels, même au temps de la Gemara, on n'a pas été gozer une villa. Donc, on va dire la même chose pour le plastique. Que même si ça existait, là on va encore plus loin que ce que tu as dit tout à l'heure, que même si ça existait au temps des Chachamim, les Chachamim n'auraient pas été gozer sur le plastique. De la même manière qu'ils n'ont pas été gozer sur l'os, ils n'auraient pas été gozer sur le plastique. Donc, conclusion. Tout ustensile qu'on achète en France, en Israël, je précise, en Israël, tout ustensile, on doit faire la Tvilat Kelim. Si celui-ci est en métal ou en verre, mais si celui-ci est en plastique, il n'y a pas besoin de faire la Tvilat Kelim. Mais si en Israël il est fabriqué par des juifs. Si tu es sûr qu'il est fabriqué par des juifs, il n'y a pas de problème. Non, mais si c'est dans Mais une, parce que je suis sûr, il y a des trucs importés. Ouais. Et il y a des trucs qui sont fabriqués là-bas. Mais tu Ça, sais- qui possible. Comment tu vas savoir? Tu sais très bien que la majorité. C'est assemblé. Quand tu vas mettre en Israël, c'est assemblé. Ça vient de chez Israël. C'est-à-dire, tu prends les pièces détachées. Non, parce c'est que assemblé. l'archi-majorité vient de Khutzlaret. L'archi-majorité. Donc finalement, pour tout Kéli, même en plastique, il n'y a pas besoin de... Maintenant, celui qui veut, c'est la même chose, c'est leur frère. J'ai répondu, je dis l'argile. Donc la même chose, celui, Rav va dire... Rav- Si la porcelaine est d'argile, faisant dessus. Si c'est d'argile, tu casses la porcelaine, c'est d'argile. D'accord, ça ne se recompose pas, on ne va pas recomposer. D'accord. La seule différence, c'est qu'il y en a qui disent, pour toi Shalom, pour l'histoire de la porcelaine, il y en a qui disent que la porcelaine d'aujourd'hui, tu sais, elle est recouverte par une fine couche de verre. Vous savez. Donc par rapport à cette couche de verre, on doit aller tremper quand même des ustensiles qui sont en porcelaine. Il y en a qui disent comme ça. Et l'arcopane, on m'a dit qu'il y avait un problème sur l'arcopane. Apparemment, c'est pas que du verre. Non, mais même si c'est pas que du verre, C'est pas que du verre. tu regardes la majorité de l'ustensile. C'est quoi l'ustensile? C'est son ossature principale. C'est comme ce qui est Pyralex, Duralex. Bien qu'on a rajouté des molécules de fer dans le verre, mais de toute façon, la composante principale, c'est quoi? C'est du verre. Donc il y a besoin de Tvilat Kelim. C'est pour le Khazak. D'accord? Razak Bo. Le Khazak,